Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, c'est désormais officiel. L'une des figures marquantes de la vie politique, Ponba Abessol, passe le témoin à 4 successeurs. Au sortir du 7e congrès ordinaire du Rassemblement pour le Gabon, le leader du RPG a choisi la gestion collégiale, faute d'un consensus au cours de cette rencontre. Nous irons au Libéria où, lentement mais sûrement, l'enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du football dans les années 90, Georges Weah, est à un pas de réaliser le rêve de sa seconde vie, être élu président du Libéria. Et vous le verrez de Bruxelles où il se trouve depuis lundi, l'ancien président catalan Carles Puigdemont dit accepter le défi démocratique des élections anticipées. Il a fait savoir ce mardi lors d'une conférence de presse. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon et je vous l'annonçais à l'instant, un fauteuil pour 4 successeurs à Ponba Abessol à la tête du RPG, faute de consensus sur le mode de scrutin devant aboutir à l'élection d'un président du parti. Le leader du Rassemblement pour le Gabon a choisi la gestion collégiale du RPG par les 4 candidats en lice pour une durée de 4 ans. Ismaël Obianzé nous en dit plus. 2 jours de congrès, 2 jours pour tenter un consensus sur la désignation d'un nouveau président à la tête du Rassemblement pour le Gabon. La tâche des militants fut laborieuse à la place du vote majoritaire qui aurait pu, selon eux, déboucher sur une impasse. Ponba Abessol, qui reste néanmoins maître du jeu jusqu'en fin d'année, a sorti l'une des dernières cartes de son chapeau en proposant une gestion collégiale du RPG aux 4 candidats en lice. En 2018, c'est Jean-Nestor Gamban qui prend la direction du parti pendant 1 an, et l'autre après jusqu'en décembre. Donc, les 4 années vont être remplies et nous verrons ce qu'il faut faire. Je vous avais parlé de la tétravalence. Est-ce que j'ai désigné quelqu'un? Du jamais vu pour ces lieutenants qui vont désormais faire l'apprentissage de la tétravalence vue par le RPG. Je m'attendais à tout, sauf à cette solution qui est une solution tout à fait consensuelle. Une solution consensuelle qui sort vraiment du génie gabonais, du génie de l'Afrique. On se rappellera que Ponba Abessol fut à une certaine époque l'un des plus farouches opposants au régime de Libreville avant de le rallier. Fait inédit au Gabon où la plupart des leaders meurent avec leur parti. Ponba Abessol quitte la scène après 45 ans de combat. Dans sa longue carrière, on lui reconnaît des victoires comme la conquête de la mairie de Libreville en 1996 et l'instauration de la fête des cultures au Gabon. Mais Ponba Abessol, c'est aussi beaucoup d'amitiés rompues et beaucoup de divorces consommés. Cap sur la province de Langounié, nous sommes là dans le sud du Gabon où le vice-président de la République était en visite précisément à Guétsou, département de la Mougalaba. Les questions de développement de cette contrée rurale étaient au centre des échanges. Aline Nzila, Bartel Boas, Anissé Sambaboubou, Iga nous en disent plus. Pierre Claver Maganga Moussavou s'est rendu dans les villages Idemba, Ilendo et Guétsou. Au cours de toutes ces étapes, les populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour avoir promu un de leurs fils à la vice-présidence de la République avant d'exposer leurs doléances. Nous, on veut que l'âme rentre aussi ici, ça va nous aider. Nous sommes dans le noir par rapport aux autres villages. Ils sont éclairés. Pourquoi pas nous? Il nous manque des pompes, les médicaments de l'hôpital. Partout où il est passé, le vice-président de la République a toujours rappelé aux siens le but de ses visites et l'objectif de son challenge aux côtés de celui qui l'a élevé à cette prestigieuse fonction. Si hier, je le critiquais, je l'insultais, je disais qu'il ne faisait rien, maintenant que je suis à ses côtés, il faut qu'on voit ce qui peut changer fondamentalement. Lors de ces rencontres, Pierre Claver Maganga Moussavou s'est également prononcé sur le conflit homme-faune qui sévit dans cette contrée. Nous disons, et c'est ce que l'État recommande, si un éléphant a dévasté votre plantation, vous vous référez au préfet. Si vous vous plaignez,
le préfet commet un ou deux gendarmes pour dire allez voir ce qui se passe. Sur la route de Guétou, un obstacle au rendez-vous, la pluie. Une invitée surprise qui s'est jointe à la délégation avec des conséquences directes sur l'état de la route. Direction Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Sur place, les responsables du secteur éducation font le point quelques semaines après la rentrée académique. Entre reprise effective et difficultés d'ordre technique, le gouverneur de Logoué-Maritime en a profité pour réaffirmer l'engagement du gouvernement quant à une année académique apaisée. Igor Onanga pour ce reportage. 2 jours ont suffi au gouverneur de Logoué-Maritime pour s'assurer d'une reprise totale des cours dans Port-Gentil, au même titre que le reste du pays, et ce pour la rentrée académique 2017-2018. Au pas de course et en visitant l'ensemble des établissements secondaires et primaires compris dans le bassin académique du secteur public, les réalités du terrain ne pouvaient que se révéler d'elles-mêmes. Port-Gentil, en tant que ville pétrolière, est tributaire de la conjoncture économique défavorable liée à la dégradation des cours du baril de pétrole. Par ricochet, le secteur de l'éducation est largement touché par cette situation. Qu'à cela ne tienne, on ne peut passer sous silence les efforts consentis par le gouvernement de la République, matérialisés par l'acquisition de 1050 tables-bancs qui ont permis de couvrir un peu plus de 27% des besoins en tables-bancs, ce qui met en évidence l'importance des besoins à couvrir, soit 73%. Des difficultés certes relevées et dont les conséquences ont parfois troublé le chef de l'administration Ogmarine. En face de cela, il y a néanmoins des points de satisfaction. Dans notre académie, vous avez pu vous rendre compte également du professionnalisme de ceux qui y travaillent, dans l'intérêt bien compris de nos élèves. Ce fut l'occasion toute faite pour le gouverneur de Logoué-Maritime de réaffirmer l'engagement des plus hautes autorités du pays pour un secteur éducation assaini. Et sans faire fi des faiblesses relevées, l'année 2017-2018 va réaffirmer l'engagement de M. le Président de la République, chef d'État, en faveur de la jeunesse et sa détermination de placer l'éducation et la formation au rang des priorités de l'État. Cette descente du représentant de l'autorité présidentielle dans le Logoué-Maritime a permis, entre autres, d'évoquer des solutions face à d'autres problèmes, notamment ceux de la consommation de stupéfiants en milieu scolaire et les grèves à répétition. Retour à Libreville pour parler de la résolution 1325. La raison, l'ONU célèbre ce 31 octobre les 17 ans de cette résolution adoptée en octobre 2000 par l'instance internationale. L'objectif, permettre aux femmes de participer aux différents processus de paix à égalité avec les hommes. Et au Gabon, cette résolution, 17 ans après, a fait du chemin avec notamment l'implication des femmes dans tous les domaines d'activité. PJ Opas nous en dit plus. Adoptée à l'unanimité le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325 concerne le droit des femmes, la paix et la sécurité. C'est le premier document formel et légal issu du Conseil de sécurité qui impose aux différentes parties d'un conflit de respecter le droit des femmes et de soutenir la participation aux négociations de paix et la reconstruction post-conflit, mais aussi la promotion des femmes. Notre monde est traversé ici et là par des conflits de tout genre, notamment des conflits armés, et qui malheureusement concernent plus les jeunes et les femmes, parce que ce sont des hommes qui vont au front, et ces dernières se retrouvent dans une extrême pauvreté, et partant, cela freine bien évidemment le développement de nos États. Il fallait donc que toutes les composantes de la société puissent être impliquées dans le cadre de la résolution de ces conflits, être amenées à trouver des solutions. Une opportunité de bâtir une paix durable, inclusive et respectueuse des femmes au Gabon et partout dans le monde. C'est l'implication des femmes, la présence des femmes à la table des négociations, la présence des femmes dans les processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits, mais aussi la prise en compte de leurs besoins sexo-spécifiques quand il s'agit par exemple de considérer ou de trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Cette loi prévoit entre autres qu'on réserve 30% des postes de décision aux femmes jusqu'à la place des femmes dans
au cours des candidatures aux élections politiques. La résolution 1325 marque une profonde évolution en intégrant le thème du droit des femmes dans les discussions de paix et sécurité aux Nations Unies. Elle a réellement participé à l'autonomisation des femmes et leur leadership. Et pour tourner la page Gabon, parlons de la fête de la Toussaint, célébrée chaque 2 novembre. Cette fête marque la veille du jour de la commémoration des fidèles défunts. C'est également la fête de la communion des saints au Gabon. Cette fête est tout aussi importante, pas étonnant, que de nombreuses populations se rendent à cette période dans des cimetières pour renouveler leur attachement aux disparus. Le constat de Gabriel Ratanga et Lardingue Mamba. À quelques heures de la célébration de la Toussaint, certaines personnes sont déjà à pied d'œuvre dans les cimetières. C'est le cas de celui de Plein Niger, situé dans le 4e arrondissement de la capitale gabonaise, où des familles sont déjà sur place. On brosse, on désherbe, on passe un dernier coup de peinture avant de déposer un verre d'eau ou de jus, un geste qui témoigne une affection particulière envers le disparu. À côté de ceux qui cherchent la tombe d'un parent, se trouvent également ceux qui sont à la recherche de précieux liquides pour le nettoyage des demeures. Je suis issue d'une fratrie de 17 papas. Donc, tous se sont enterrés à Plein Niger. Ce qui fait en sorte que je me retrouve ici aujourd'hui. En une seule journée du premier, je ne pourrais pas tout faire. Souvent, on croit que la Toussaint, c'est la fête des morts au cours de laquelle on va fleurir les tombes. Il n'en est rien, car la fête des morts, c'est le lendemain de la Toussaint. La Toussaint, elle, est une fête de tous les saints, manière d'expliquer que les chrétiens appartiennent à une grande chaîne de croyants. Place aux actualités du continent et pour commencer, direction le Libéria, où la présidente du pays, Ellen Johnson Sirleaf, a démenti ce lundi les accusations d'ingérence dans le processus électoral lancées à son égard par son propre vice-président, Joseph Boakai, candidat au second tour de la présidentielle du 7 novembre contre l'ex-star du foot Georges Weah. Des allégations sans fondement selon son porte-parole, le regard de Svetlana Gadis-Maganga. Accusé d'ingérence dans le processus électoral lancé à son égard par son vice-président Joseph Boakai, en raison d'une rencontre avec des responsables de la Commission électorale nationale qui s'est déroulée à son domicile avant le premier tour du 10 octobre, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a démenti lundi ces accusations. La présidente Ellen Johnson Sirleaf n'a jamais interféré dans le processus électoral, ni dans les résultats des élections législatives, ni dans la présidentielle de 2017. Ces allégations sont sans fondement et constituent une tentative malheureuse d'agents provocateurs de saper le processus démocratique au Libéria. Le bureau de la présidente tient à affirmer sans équivoque que ces allégations, telles qu'elles figurent dans la déclaration spéciale prononcée par les 3 partis, sont sans fondement et constituent une tentative malheureuse d'agents provocateurs de saper le processus démocratique au Libéria. Le candidat du Parti de l'Unité s'est déjà publiquement interrogé sur le soutien d'Ellen Johnson Sirleaf pendant sa campagne, tandis que ses partisans soupçonnent la prix Nobel 2011 de rouler pour Georges Weah, bien qu'il fasse partie d'un autre parti. Lundi, Joseph Boakai a confirmé qu'il participerait bien au second tour le 7 novembre, mais a réclamé que les plaintes devant la commission électorale soient auparavant clarifiées. Restons au Libéria et tel que je l'annonçais à l'entame pour parler de l'enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du football dans les années 1990. Georges Weah se rapproche du rêve de sa seconde vie, être élu président du Libéria, pays traumatisé par la guerre civile des années précédentes qu'il entend réconcilier avec lui-même. Le récit de Gaël Mapessi. À 51 ans, l'ex-attaquant vedette du PSG du Milan AC se retrouve de nouveau en finale de l'élection présidentielle après être arrivé très nettement en tête du scrutin du 10 octobre dans ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. L'ancien avant-centre de génie affrontera en finale le vice-président Joseph Boakai lors d'un second tour prévu le 7 novembre prochain.
Entré en politique à la fin de la guerre civile qui avait fait 250 000 morts entre 1989 et 2003, il a été battu au second tour de la présidentielle en 2005 par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. Son parti criera alors en vain à la fraude. 15 ans après avoir accroché les crampons, Mr. George assure avoir gagné en expérience sur le terrain politique et appris de ses échecs. En décembre 2014, il remporte son premier mandat en devenant sénateur de la province de Montserrado, distançant très largement l'un des fils de Sirleaf. Membre de l'ethnie Krou, l'une des principales du Libéria, et ne faisant donc pas partie de l'élite des descendants d'anciens esclaves américains qui dominent traditionnellement la vie politique, George Weah est bien parti pour remporter la présidentielle au Libéria. Direction la Tunisie, la deuxième audience du procès de l'attentat au musée du Bardo en 2015 qui avait fait 22 morts, dont 21 touristes occidentaux, s'est ouvert ce mardi matin à Tunis en présence d'avocats français. Retrouvons Gaël Mapessi. La salle a été placée sous haute sécurité et l'audience du procès de l'attentat du musée de Bardo en 2015 a été traduite en français en simultané. 26 personnes, 22 en détention et 4 en liberté, sont poursuivies selon une source judiciaire. Parmi elles, figure un policier accusé de non-assistance à personne en danger. Un certain nombre de personnes aujourd'hui n'ont pas été arrêtées, et donc on va juger une partie des accusés. Après, on sait que les 2 auteurs principaux sont décédés, on sait qu'un 3e est en fuite. Pour le reste, eh bien, c'est au procès à nous dire qui a fait quoi. Après une ouverture en catimini en juillet, pour laquelle les victimes n'avaient pas reçu de convocation, certaines étaient représentées ce mardi par un conseil français qui avait fait le déplacement. Ce qu'on demande à la justice tunisienne, qui, à mon sens, est tout à fait prête à le comprendre et à l'entendre, c'est d'intégrer les victimes à leur place dans ce procès. Et leur place, c'est la place du devant. Ce sont ces gens-là qui sont tombés sous les balles des kalachnikovs des agresseurs. Ce sont ces gens-là qui ont été pris en otage, qui ont eu la terreur de leur vie et qui ne se sont pas remis aujourd'hui de ce qui leur est arrivé. Les accusés sont jugés en vertu de la loi antiterroriste adoptée à l'été 2015. Ils sont ainsi passibles de la peine capitale, mais cette sentence fait l'objet d'un moratoire depuis 1991 en Tunisie. Poursuivons avec les actualités hors du continent et je vous l'annonçais en titre, Puigdemont accepte le défi des urnes. Plus de 72 heures après sa destitution par le chef du gouvernement espagnol, l'ancien président catalan s'est exprimé ce mardi lors d'une conférence de presse à Bruxelles où il est arrivé la veille. Le reportage. Le président catalan destitué, Carles Puigdemont, a déclaré mardi accepter le défi des élections régionales convoquées pour le 21 décembre par le gouvernement espagnol, assurant qu'il respecterait leurs résultats. Nous, on va respecter les résultats de les élections qui sont convoquées par le 21 décembre. Comment nous, on a fait toujours, n'importe quels étaient les résultats. Je vais poser une question au gouvernement espagnol. Il va faire le même. Est-ce que le bloc de 155, le bloc de l'État espagnol, va respecter les résultats des urnes, de la volonté? Je veux un engagement clair de la partie de l'État. J'insiste. Est-ce que l'État va respecter les résultats que puisse donner une majorité aux forces indépendantistes ou non? Carles Puigdemont a affirmé mardi à Bruxelles qu'il ne s'était pas rendu en Belgique pour demander l'asile, mais il resterait par sécurité après la mise sous tutelle de la Catalogne par Madrid. Je ne suis pas ici pour demander l'asile politique. Ce n'est pas à propos de la Belgique. Je suis ici à Bruxelles en tant que capitale de l'Europe. Ce n'est pas à propos de la politique belge. Il n'y a aucun lien. Je suis ici pour agir avec liberté et sécurité. C'est la première fois que Puigdemont s'exprime depuis dimanche soir, date de son dernier tweet, saluant la victoire symbolique du club de Gérone, la ville catalane dont il fut le maire face au Real Madrid.
Direction l'Argentine, le président argentin Mauricio Macri a annoncé ce lundi qu'il allait poursuivre sa politique réformiste pour soutenir la croissance, attirer les investissements et en finir avec un taux d'inflation à 2 chiffres. Le récit de Zvetan Lagadis Maganga. En position de force après le scrutin du 22 octobre, le président du centre droit, Mauricio Macri, a promis une politique de réforme permanente pour réduire la pauvreté qui touche plus de 30% des 41 millions d'Argentins. Mauricio Macri, le président argentin, a annoncé lundi qu'il allait poursuivre sa politique réformiste pour soutenir la croissance et attirer des investissements. Depuis longtemps, les Argentins n'ont pas été en mesure d'équilibrer la gestion de leurs fonds publics. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser plus que ce qui entre. Depuis qu'il a succédé à Cristina Kirchner en décembre 2015, Mauricio Macri a changé de cap économique, privilégiant une libération de la 3e économie d'Amérique latine. Nous ne pouvons pas continuer à être l'un des pays les plus fermés. Nous ne pouvons pas continuer à croire qu'il est possible de vivre de nos propres moyens. Il n'y a aucune manière de sortir de la pauvreté sans d'abord devenir un pays exportateur. Après une récession de 2,2% en 2016, l'économie argentine a retrouvé la croissance au premier semestre étable sur une hausse du PIB de 3% en 2017. Pour les sites web d'information, l'annonce de Mauricio Macri ressemble à une plateforme de campagne dans la perspective de la présidentielle de 2019. Le président argentin ne s'est pas encore positionné quant à cette échéance, mais aucune figure ne semble actuellement en mesure de l'empêcher de briguer un second mandat. Parce que, jugeant le moment opportun, ce mardi, le Fonds monétaire international FMI a conseillé aux pays du Golfe d'accélérer la diversification de leur économie encore trop dépendante du pétrole. Retrouvons Zvetan Lagadis Maganga. La croissance de la première économie du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sera quasiment nulle cette année. Mais le FMI voit malgré tout des signes positifs dans ce pays qui a lancé un vaste plan de transformation économique baptisé Vision 2030. Le Fonds monétaire international a conseillé mardi aux pays du Golfe d'accélérer la diversification de leur économie encore trop dépendante du pétrole. C'est aujourd'hui le moment opportun pour eux d'accélérer la diversification de l'économie hors du secteur pétrolier. Il faut promouvoir un rôle accru du secteur privé pour soutenir la croissance et créer davantage d'emplois. L'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Oman et le Qatar, qui sont regroupés dans le Conseil de coopération du Golfe, devraient enregistrer cette année leur plus faible croissance du PIB depuis 2009 à 0,5%. Préparer les économies à l'ère post-pétrole devient une priorité pour toute la zone du Golfe. Nous voyons les gouvernements développer des stratégies de diversification et introduire un certain nombre de réformes pour permettre à l'économie d'être préparée pour l'ère post-pétrole. Et ce sont des réformes importantes. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pourraient atteindre l'équilibre budgétaire en 2020 et 2022. Et preuve que le pétrole n'est plus aujourd'hui la ressource miracle, le FMI a indiqué que les économies du pays, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui doivent importer de l'or noir, devraient enregistrer une croissance solide de 4,3% cette année, largement supérieure à celle des pays exportant du brut. Le rappel des titres avant de refermer cette session. Au Gabon, c'est désormais officiel. L'une des figures marquantes de la vie politique, Paul Mahabessol, passe le témoin à 4 successeurs. Au sortir du 7e congrès ordinaire du Rassemblement pour le Gabon, le leader du RPG a choisi la gestion collégiale, faute d'un consensus au cours de cette rencontre. Nous étions au Libéria où lentement mais sûrement, l'enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du football dans les années 90, George Weah est à un pas de réaliser le rêve de sa seconde vie, être élu président du Libéria. Et puis de Bruxelles, où il se trouve depuis lundi, l'ancien président catalan, Carles Puigdemont, dit accepter le défi démocratique des élections anticipées. Il a fait savoir ce mardi lors d'une conférence de presse. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles.
À 22h, Abdulaziz Maïga vous attend pour un autre développement de l'actualité. J'aurai plaisir à vous retrouver ce mercredi dès 18h. D'ici là, l'information continue sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.